Bonjour, bienvenue à tous à l'Histoire vous le dira. Aujourd'hui, on va s'entretenir d'un magnifique livre qui vient d'être publié, qui s'appelle Dieu, Darwin, tout et n'importe quoi, publié par Vinciane Després et Pierre Kroll, deux célèbres, comment dire, chercheurs et dessinateurs et caricaturistes en Belgique. Merci à vous deux d'être avec moi aujourd'hui. Ça va bien? Oui, merci de nous accueillir. Ben, c'est un plaisir pour moi, d'autant plus que votre livre est fascinant. Il est particulièrement intéressant, d'autant plus dans le temps dans lequel on se trouve. Bon, Dieu, Darwin, tout et n'importe quoi. Déjà, le titre, on se dit qu'est-ce que c'est que cet objet particulier où on croise le symbole par excellence de la rationalité qui est Darwin et de l'autre côté, Dieu. Qu'est-ce que les deux ont à faire dans ce livre-là? En fait, c'était au départ d'une idée. Donc, l'idée de départ, c'était une idée de Pierre, pour tout dire. Pierre avait très envie de lui, donc il est caricaturiste, il s'occupe Oui. plutôt des questions politiques, il suit l'actualité. Et puis Pierre avait envie de faire autre chose et disait, moi j'ai quand même envie de m'occuper, voilà, d'un petit peu travailler sur les animaux. Et parce qu'il était, alors, je parle pour lui, passionné par certaines énigmes depuis tout jeune. Tiens, Bernard l'ermite, pourquoi est-ce qu'il n'a pas de coquille? Le pan, pourquoi est-ce qu'il a une traîne aussi somptueuse? Bref. Et il en avait parlé à son assistante et son assistante lui avait dit, mais pourquoi tu ne contactes pas Vinciane Després? Nous habitons la même ville, nous nous connaissons depuis notre jeunesse Oui, vous êtes à folle. Liège. Oui, On exact, est à en Liège tous Belgique. les deux, qui est une ville très vivante, où les bières et les bars ne se comptent. Enfin, je veux dire, vous avez presque plus de bars que de pharmacies. Mais il n'y a pas que Il y a ça peut-être quand même. il n'y a pas que ça, il y a une vie culturelle évidemment très intense, mais bon, bref. Et donc Pierre et moi, nous nous connaissions, mais sans avoir jamais imaginé travailler ensemble. Et moi, la proposition de Pierre, tout de suite, m'a vraiment séduite. Et en fait, l'idée, c'était devant les bizarreries, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et Pierre avait eu l'idée de dire, et si on créait un bureau des réclamations, où les animaux, qui seraient devenus créationnistes, viendraient réclamer auprès de Dieu en disant, mais bon, c'est quoi ce pyjama, dirait le zèbre, c'est quoi ces bois, dirait l'élan d'Irlande, à cause de ça j'ai disparu, c'est quoi cet univers sans coquille, dirait le Bernard l'ermite. Et puis on s'est dit, oui, mais Dieu tout seul, c'est très joli comme idée, bon, moi ça me plaisait beaucoup, mais Dieu tout seul, peut-être que ce serait intéressant d'introduire aussi Darwin. Et puis là, de là est venue l'idée de les mettre en conversation avec un Dieu un peu béné, un peu égaré, qui se fait tout le temps chahuter par Darwin, qui lui dit, alors vous êtes fier de vous et vous croyez vraiment que vous avez créé tout ça. Et donc Dieu un peu candide et Darwin qui ne cesse évidemment de devoir résoudre des problèmes. Et voilà un petit peu comment on a travaillé. C'est intéressant parce que la question qu'on se pose toujours, c'est qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est le texte? Est-ce que c'est les dessins? Bon, là, j'entends que c'est Pierre Kroll qui avait parti l'idée. Puis, bon, faut le dire, le livre est tordant. Déjà, vous parlez du bureau des réclamations. Quand on passe le sommaire, la table des matières, il y a justement ce pléthore d'animaux qui se discutent les uns les autres en disant que ça n'a pas de bon sens. Est-ce que c'est des planches comme ça qui ont lancé le projet, Pierre Kroll? Oui, oui, c'est une bonne question que vous posez parce qu'effectivement, c'est un livre et c'est pas fréquent où il y a quelqu'un qui a plutôt l'écriture comme habitude, c'est Vinciane, quelqu'un qui dessine tous les jours, c'est moi, mais ce n'est pas un livre de quelqu'un qui a illustré les textes de l'autre, ni l'inverse. Donc il y a beaucoup de livres où quelqu'un écrit et puis après quelqu'un d'autre vient faire des dessins sur ce qui a été écrit. Plus rarement, j'en connais pas vraiment, sauf peut-être pour des dessinateurs morts, où il y a des dessins et puis quelqu'un qui vient écrire après ce que le dessin lui a inspiré. Ici, il y a un aller-retour permanent. Moi, je me permettais de dire à Vinciane, mais attends, dans ce que tu écris là, tu m'as expliqué autrement cette question-là, ou bien est-ce que et ça m'en faisait naître d'autres de questions. Oui, tu réponds à ça, mais au fait, est-ce que c'est bien normal? Est-ce qu'il n'y a pas encore autre chose à creuser là-dedans, etc. Donc je me permettais d'intervenir dans ce qu'elle écrivait pour pas dire qu'on écrivait ensemble, ça reste quand même plus sa plume, mais vraiment, il y a ma présence dans son texte et la sienne dans mes scénarios. Elle me disait, mais oui, mais tu dois expliquer ça peut-être autrement, ou là, il est trop comique ou trop vivant. Voilà. Bon, je suis un peu long dans ma réponse, mais c'est important à dire, c'est que personne n'a instrumentalisé ou servi l'autre, si vous voulez.
Parce que c'est quand même assez passionnant de voir le processus de création. Puis quand on ouvre le livre, moi je vous avoue, quand j'ai ouvert le livre pour la première fois, je me suis dit, bon, ben ça va être une BD comme les arènes le font beaucoup, genre l'histoire de la littérature française, l'histoire du vin, les grands crus d'ailleurs, que j'ai interviewé les auteurs à cette chaîne-là. Puis en fait, pas du tout. C'est qu'on a l'impression qu'il y a deux têtes à cet angle-là. D'un côté, Vinciane qui travaille le texte, justement, qui se pose des questions sur certains animaux, certains disparus, d'autres pas. Et vous arrivez un peu pour apporter un aspect comique à la chose, pour voir comment on peut rebrasser les cartes puis s'amuser avec ça. Est-ce que ça a été volontaire ou au contraire, c'est que vous étiez chacun de votre côté puis on s'est dit, voilà ce que je peux apporter de mon côté sur ce thème-là? Non, non, ça a été volontaire. Je continue à répondre, hein, Vinciane. Je te rends la parole tout de suite. Mais c'était, si vous voulez, Vinciane, bon, on parle beaucoup d'éthologie. Vinciane n'est pas strictement une éthologue. Elle est psychologue, elle est philosophe, et donc elle apporte des questions que seul un philosophe peut apporter, en plus de ce qu'un éthologue va trouver ou prétendre ou supposer ou poser comme hypothèse, etc. Elle revient après avec des questions qui vont au-delà du comportement étudié en particulier, ou de ce que les biologistes expliquent. Et moi, le parallèle à la philosophie, je ne suis pas philosophe, c'est l'humour, je veux dire. L'humour, c'est pas un truc, vous savez très bien que l'humour, c'est très sérieux, mais l'humour est une manière aussi de décaler les questions, de les regarder autrement, chercher ou voir apparaître subitement ce qu'il y a de drôle dans quelque chose, ben, ça pose question, évidemment. C'est aussi un pourquoi c'est drôle, donc pourquoi c'est. Et donc voilà, les spécialités, si on peut dire, de chacun se sont additionnées et mêlées pour faire tout ça. Oui, c'est assez passionnant à voir comme livre. Puis, bon, vous prenez position quand même sur certains événements, certains éléments, puis d'autant plus qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, vous avez parlé de créationnisme. Tout à l'heure, on le sait que dans certaines parties des États-Unis, le créationnisme est enseigné de manière parallèle à la théorie de l'évolution. Comment vous vous situez par rapport à ça l'un et l'autre? Parce que d'autant plus que le titre, quand même, où on met ensemble Dieu et Darwin, j'imagine que, bon, Vinciane, vous n'êtes pas créationniste. Non, ni platiste, ni créationniste, ni quoi que ce soit. Non. En fait, il ne faut pas oublier qu'après, il y a tout et n'importe quoi. Et peut-être que Dieu et Darwin ensemble, c'est déjà du tout et du n'importe quoi. Donc ça, c'est déjà une première chose. Je crois que la suite du titre indique exactement la manière dont nous, on prend les choses, c'est-à-dire sur le mode de l'imagination et de l'humour. Je pense que mettre Dieu et Darwin en conversation, bon, c'était un effet de scénographie, un effet de comique que Pierre a vraiment bien su jouer. Mais par exemple, les mettre en conversation, et par exemple, il y a un moment donné dans les planches, on parle d'un poisson dont les mâles ont une stratégie de reproduction. Certains mâles ont une stratégie de reproduction particulière, c'est le crapet arlequin, où Oui. certains mâles prennent l'allure de femelles pour leurrer complètement les mâles et se permettre d'entrer dans leur territoire et faire évidemment de pouvoir féconder les œufs de la femelle qui sont sur place. Mais à la suite de ça, qu'est-ce que Pierre a imaginé? C'est Dieu et Darwin transformés en transe, avec des barésies, assis sur un banc en train de fumer une cigarette et un chien qui les regarde en disant mais non, pas eux quand même. Donc voilà, il n'y a rien de sérieux dans cette affaire-là. Je vais dire, le propos est sérieux, mais la manière dont on a décidé de l'aborder était absolument pas sérieuse du tout, c'est-à-dire de toujours le mettre sur un aspect complètement décalé. Donc pour nous, la question du créationnisme ou quoi que ce soit, qui n'est pas un problème en Europe en plus, enfin qui est Ouais. beaucoup moins un problème en Europe, nous ne pensons pas avoir des problèmes avec les créationnistes, et tant qu'à présent, et probablement ce sera le cas encore pendant pas mal de temps, parce que je vois mal comment le créationnisme pourrait s'implanter dans la culture telle qu'elle est pensée en Europe, enfin en tout cas en Belgique et en France. On ne peut pas promettre pour tous les autres pays. Et donc, nous, la question ne se posait pas du tout de savoir si on allait contester, si on allait... Voilà, on s'en moquait. Voilà ce qu'on a fait. Oui, mais c'est un bel exemple. Si vous me permettez, c'est un bel exemple de ce que je vous disais tout à l'heure avec l'humour est une manière de penser quelque part. Parce que plutôt que de contester justement ou vouloir démontrer que le créationnisme est une bêtise, que ce n'est pas possible, eh ben, l'humoriste, on peut dire que je suis en l'occurrence,
moi, je veux bien en parler avec un créationniste et dire, d'accord, ok, d'accord, mais Dieu a tout créé en 6 jours et tout. Mais alors, admettez qu'il y a des jours où il était bourré, hein, parce qu'il a fait des trucs qui sont pas très... Ou alors, il y a des jours où il a fumé je sais pas quoi, parce qu'il était créatif, c'est extraordinaire. Il y a des poissons qui ont 18 couleurs différentes. Pourquoi il a fait ça? Il y a des jours où il a tout raté, parce qu'il y a des animaux qui ont disparu, qui n'ont jamais su s'adapter à rien. Et Oui, puis, il puis y a des je veux merveilles. qu'on revienne là-dessus parce que c'est assez intéressant quand vous dites, bon, jouer en 6 jours, puis d'autant plus dans l'introduction, vous dites quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué, ça a été repris aussi par plusieurs médias, pourvu que ça tienne, selon laquelle, bien sûr, Dieu aurait créé 26 mondes, bon, ça c'est tiré du Talmud, et en entendant ça, ça m'a fait penser aux autres théories de la formation du monde, notamment la théorie du monde aztèque, selon lequel on est dans le 5e soleil, il y aurait eu 4 mondes qui auraient été des erreurs, puis on en arrive enfin à celui qui tient. Il y a un rapprochement que l'on peut faire. Et pourquoi est-ce que c'est cette phrase-là, qui n'est pas tirée des évangiles, mais du Talmud, sur laquelle vous êtes accroché pour construire en quelque sorte, pas juste le côté humoristique, mais aussi le côté, je vais donner du matériel pour comprendre comment ce monde a pu être créé, comme vous l'avez dit, Pierre Kroll, parfois avec un sentiment de c'est un peu tout et n'importe quoi, d'où le titre, mais pourquoi est-ce être accroché à cette phrase-là, notamment? Alors, c'est une phrase donc, que moi j'avais trouvée dans un livre d'Isabelle Stengers et Ilya Prigogine, La Nouvelle Alliance, qui est un livre qui avait eu un succès Oui, phénoménal. tout Donc, à c'est fait. un physicien et une philosophe. Et, eux en parlaient, et c'est dans cette même perspective qu'on avait décidé de la reprendre. D'abord, d'une part, parce que c'est une façon de ne pas se mettre en confrontation avec des écrits qui diraient le monde a été créé par Dieu. Il y a des Hmm. choses intéressantes dans cette hypothèse, notamment cette hypothèse du Talmud, comme l'hypothèse que vous venez d'évoquer. Il y a quelque chose de très intéressant de se dire, bon ben, s'il y a un Dieu, il n'est pas tout puissant, il peut rater. Ça, c'est quand même génial comme idée. Non, mais je veux dire, ça devient un Dieu sympathique. Ben, ça fait du bien à Ça entendre devient, aujourd'hui dans notre monde, voilà. le droit à Et voilà, et l'erreur. c'est plus du tout, en plus, alors ça peut faire du bien, mais moi, je veux dire, si on me présente des divinités comme le paganisme a pu le faire, avec des dieux qui sont débauchés, qui sont pas des modèles de perfection, qu'on ne doit pas tellement prier, mais surtout essayer d'apaiser, enfin, toutes ces choses-là font des religions qui sont intéressantes, qui sont très vivantes. Et donc, reprendre dans le Talmud, c'était déjà dire, nous ne contestons pas du tout, c'est pas à la religion qu'on en a, et au contraire, il y a des formes mythiques dans la religion qui nous semblent extrêmement intéressantes et qui ont des intuitions merveilleuses, et qui donc présentent un Dieu qui n'est pas parfait, et qui a peut-être même besoin des humains pour exister, et ça devient vraiment quelque chose d'intéressant. Et ce monde un Dieu qui fait quand même un bricolage et qui rate chaque fois son coup, un monde, chez nous on avait un personnage de bande dessinée qui s'appelait Gaston Lagaffe, Oui, on on le aurait dit connaît Dieu bien ici. le Lagaffe de la création, quoi. Genre, ah zut, caramba, encore raté. Ça, c'est le premier point. Et puis, un point plus sérieux, c'est d'un point de vue philosophique, et c'est là où Stengers et Prigogine voulaient se diriger, c'est de montrer à la fois la contingence de l'évolution, la contingence de la création, la contingence du monde, de montrer finalement que rien n'était écrit à l'avance. Mhm. Imagine, et c'est ça en fait, de dire un monde peut réussir ou rater, et notre propre monde pourrait lui aussi rater. Et on en a quelques indices actuellement. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'était d'insister en effet sur le côté à la fois bricolé et recyclé de l'évolution. Et ce qu'on disait, c'est que le Talmud, finalement, a une belle intuition. C'est exactement comme ça que travaille l'évolution, c'est-à-dire, elle repasse ce que dit le Talmud aussi, c'est le dernier monde qu'on connaît, c'est celui qui a été créé au départ des débris des mondes précédents. Et ça, c'est vraiment le côté recyclage, bricolage des théories elles-mêmes de l'évolution, que les théories elles-mêmes de l'évolution peuvent mettre en scène. Et ça, c'est quand même le côté hyper intéressant et très inventif de la vie. C'est assez passionnant de vous lire, d'autant plus que vous donnez énormément d'exemples. Bon, on parle de l'élan d'Irlande, on parle des dragons brillants, du wombat qui a défrayé la chronique pour plusieurs raisons. Bon, le Bernard l'Ermite, c'est tordant. Le pauvre monsieur qui cuit au soleil, qui essaie de se trouver une coquille, ça marche pas. Mais je veux qu'on revienne sur le pan. Parce que dans le pan, vous développez la théorie de l'attirance sexuelle qui avait été lancée par Darwin, qui avait été moquée énormément, puis qui aujourd'hui revient en force. C'est quoi cette histoire-là? Pierre, tu veux t'y lancer? Parce que j'ai quand même beaucoup parlé là. Non, mais je vais te lancer, parce que la question est peut-être plus pour toi. Commencer par le pan, c'est un d'essai. Bon, il y a une quinzaine là d'animaux dont on parle, et encore une fois, ce n'est pas juste une collection d'animaux bizarres, hein. Il existe des livres comme ça qui sont très drôles, très intéressants aussi. Ici, c'est chaque fois pour, évidemment, aller plus loin dans l'explication de ce qu'est l'évolution et dans les questions que tout cela pose. Mais parmi ces animaux, certains,
je les connaissais pas. C'est Vinciane qui me dit, il faut absolument qu'on parle d'Ankurnis, ce dinosaure qui essayait de voler, qui n'a pas réussi à voler, il est Oui. disparu. Ou de l'élan d'Irlande qui avait des bois, là, des cornes là, qui faisaient 3 mètres et il se prenait dans les arbres, il tombait dans les étangs. Enfin bon, voilà, il a disparu, le pauvre. Et moi, je suis venu avec d'autres questions que j'avais parfois depuis que je suis gosse, le Bernard l'Ermite qui vous amuse. Moi, j'étais enfant quand j'ai appris que cet animal n'avait pas de coquille et tous les autres en avaient. Je me dis, mais c'est pas possible. De nouveau, le dieu créationniste, il était en congé ce jour-là, il était distrait, il a oublié un truc, quoi. Et le pan, c'est pareil. Je suis venu avec la question à Vinciane, toi qui connais bien l'éthologie, le pan, c'est quand même un truc bizarre. D'accord, l'évolution, tout ce qu'on veut, mais il va se faire bouffer maintenant. À force de vouloir être beau pour séduire les femelles, il a une queue gigantesque qui lui permet de faire une grande roue, mais ça pèse 10 kilos, ce truc, et ça traîne derrière lui. Le premier renard qui passe, il croque ça plus facilement qu'une poule. Donc, il va disparaître, le pan. Et alors, Vinciane m'a dit, tu sais que c'était le cauchemar de Darwin. Alors moi, j'ai pas lu tout Darwin, je dis comment ça, son cauchemar. Mais oui, Darwin, il n'en dormait plus parce que lui aussi trouvait que sa théorie, elle butait quelque part sur le pan, qui, à force d'être plus beau pour séduire, va devenir extrêmement comestible, si je puis dire. Voilà, donc Vinciane continue. Oui, sur Alors, en l'attirance fait, sexuelle, exact. alors l'attirance sexuelle. Donc Darwin disait du pan que c'était son cauchemar. Et pourquoi c'était son cauchemar? Parce qu'il disait normalement l'évolution n'aurait pas dû autoriser ce genre de choses, autant d'extravagance. Rien dans l'évolution ne permet d'expliquer de la sélection, pardon, rien dans la théorie de la sélection naturelle ne permet d'expliquer l'extravagance du pan. Et donc il s'est dit, mais ça lui a pris 10 ans, hein. Il y a peut-être un autre principe qui est à l'œuvre. Et le fait qu'il avait étudié énormément les éleveurs et les domesticateurs, je pense que ça a dû certainement influencer. Il s'est dit, mais et s'il y avait une pression sélective de choix, un peu comme les éleveurs quand ils choisissent les plus beaux, les plus beaux coqs, les plus belles poules, les plus beaux chevaux, les plus beaux chiens, etc. Et il s'est dit à un moment donné, et si finalement la sélection n'était pas parallèlement assurée, parallèlement à la sélection naturelle, par des femelles qui, par leur caprice, on parle de caprice ici, pourquoi caprice, pas caprice au sens de dédain à l'égard des femelles, mais simplement parce que ce sont des choix qui ne sont justifiés par rien, si ce n'est peut-être, et ça Darwin l'avait dit, par un certain sens esthétique. Et là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire chez Darwin, reconnaître aux animaux un sens esthétique gratuit. Et quand il a proposé cette théorie, ça a été complètement refusé. La sélection sexuelle, non. Le fait que les femelles puissent exercer une pression sélective, puissent choisir des mâles, que des mâles paradent devant des femelles, c'était idéologiquement, on est en plein 19e siècle victorien, oui. absolument invraisemblable. Hein, bon, que voilà, les femelles qui ont le pouvoir maintenant, et en plus que les mâles viennent parader pour leur beauté devant des femelles, c'était aberrant. Et aussi pour des raisons théoriques. Et donc l'hypothèse a été complètement négligée, oubliée et même disqualifiée. Et puis elle est revenue en force au XXe siècle. Et là, des chercheurs se sont dit, mais peut-être qu'il y a une logique dans l'affaire, à une condition, c'est qu'on oublie le sens esthétique. Et qu'on considère que ce que les femelles sélectionnent finalement, la beauté est signe probablement de vigueur, de force, voire de bon matériel génétique. Et donc les femelles seraient tout à fait raisonnables de choisir des individus qui sont beaux parce qu'ils ce sont des indicateurs de bonne santé. Et c'est la théorie qui s'est progressivement imposée pendant quelques années, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on en revienne à l'idée que peut-être le caprice des femelles n'était peut-être pas une si mauvaise idée, et peut-être qu'il y aura un sens esthétique chez les animaux. C'est passionnant. Là, vous avez une collection d'animaux particuliers, sympathiques, mais comment ça s'est fait, cette sélection-là? Est-ce que c'est Pierre qui s'est dit « je veux travailler sur ceux-ci » ou au contraire, c'est que vous avez une intuition en lisant des livres ou en regardant votre quotidien, ou c'est des gens qui des animaux qui vous suivaient depuis des années? Comment s'est faite cette sélection-là? Alors Pierre Non, avait le pan, Pierre avait le oui, Bernard l'Hermite, Pierre avait le chien, c'était lui tout ça. Ouais. Alors moi j'ai amené l'élan d'Irlande parce que je l'avais lu chez Stephen Jay Gould. Les plantes elongata, c'est un de mes anciens doctorants, Thibaut de Meyer, à qui j'ai simplement téléphoné en disant, je lui ai expliqué ce qu'on faisait, je lui ai dit, donne-moi 2, 3, 4, toi qui connais tout, parce qu'il connaît tout, en éthologie, en botanique et tout. Et donc lui nous a donné 2, 3 cas. Le crapet harlequin, je suis tombée dessus par hasard. L'araignée bolas, je suis aussi tombée dessus par hasard, simplement en faisant des recherches pour autre chose. Donc voilà, c'est des amis, c'est nous, c'est des souvenirs anciens, et c'est parfois simplement des coïncidences. En tout cas, mais on a essayé d'éviter que 2, 3 animaux n'expliquent la même chose. Ouais. Euh,
par leur vie. Donc, il n'y avait pas vraiment un cahier de charge, hein, c'est vraiment comme dit Vinciane, voilà, beaucoup d'intuition, et puis un animal que je connaissais, qu'elle connaissait ou quoi. Mais au total, ça montre des manières différentes. Il y a les tricheurs, il y a ceux qui ont, voilà, qui parasitent les autres, ceux voilà, il y a toutes sortes de manières je veux dire, de vivre, tout bêtement. Hein. Oui, Ouais. en fait, c'est un manuel du vice. Les Voilà. rusés, les tricheurs, les voleurs, la grivellerie. Voilà, c'est un manuel du vice. Dieu pourrait être très Si vous fier. devez inventer un animal maintenant, si vous êtes Dieu pendant 1 heure, allez chercher dans le catalogue, qu'est-ce que vous pourriez faire? Ouais, puis le dernier, c'est un de mes favoris, c'est Farce et Attrape, où c'est un mélange de plein de choses, justement, qui ont été créées. On se demande pourquoi, on se demande comment c'est fait. C'est vraiment passionnant. Merci à vous deux, en tout cas. J'espère que les gens vont aller se le procurer. Il est en vente dans toutes les bonnes librairies au Québec. Dieu, Darwin, tout et n'importe quoi, histoire naturelle. Non seulement on apprend, mais en plus c'est drôle, on pouffe de rire. Puis on a envie d'en savoir plus. C'est ça qui est... c'est un appel à la connaissance. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Merci. infiniment à vous.